Cela fait 117 années qu'Adam et Ève sont arrivés sur Terre. C'est un temps long pour un individu. C'est un temps court pour changer des mentalités d'être arriérés. Leur mission était de procréer un nombre suffisant d'enfants adamiques qui ensuite se mélangeraient aux races d'Urantia pour renforcer la race, par l'apport de sang de la race violette. La faute. Après plus de 100 ans d'efforts sur Urantia, Adam ne pouvait constater que très peu de progrès à l'extérieur du jardin. Le monde en général ne semblait guère s'améliorer. L'amélioration de la race paraissait bien lointaine, et la situation semblait désespérée au point de nécessiter un remède non prévu dans les plans originaux. Du moins, c'est ce qui traversait souvent le mental d'Adam, et il en fit bien des fois part à Ève. Adam et sa compagne étaient loyaux, mais ils étaient isolés de leurs semblables et très affligés du triste état de leur monde. Le problème d'Urantia. La mission adamique sur Urantia, planète expérimentale, déchirée par la rébellion et isolée, était une entreprise formidable. Le fils et la fille matérielle ne tardèrent pas à se rendre compte de la difficulté et de la complexité de leur affectation planétaire. Néanmoins, ils se mirent courageusement à l'œuvre pour résoudre leurs nombreux problèmes. Adam et Ève se trouvaient sur une sphère qui n'était aucunement préparée pour la proclamation de la fraternité des hommes. C'était un monde tâtonnant dans l'obscurité spirituelle et affligé par l'avortement de la mission de l'administration précédente. Le mental et le moral étaient à un bas niveau, et, au lieu de pouvoir entreprendre leur tâche d'unification religieuse, le fils et la fille matérielle devaient recommencer complètement la conversion des habitants aux plus simples formes de croyances religieuses. Au lieu de trouver une langue prête à être adoptée, ils devaient faire face à la confusion mondiale de centaines et centaines de dialectes locaux. Nul Adam du service planétaire ne fut jamais attaché à un monde plus difficile. Les obstacles semblaient insurmontables et les problèmes insolubles. Adam et Ève étaient isolés, et le prodigieux sentiment de solitude qui s'absentissait sur eux fut encore accru par le départ assez rapide des administrateurs provisoires Melchizedek. C'est seulement indirectement, par le truchement des ordres angéliques, qu'ils pouvaient communiquer avec un être quelconque extérieur à la planète. Peu à peu, leur courage allait s'affaiblissant, leur entrain se perdait et, parfois, leur foi était prête à chanceler. Telle est la véritable image de la consternation de ces deux nobles âmes tandis qu'elles réfléchissaient aux tâches qui les confrontaient. Tous deux se rendaient compte avec acuité de l'énorme entreprise qu'impliquait l'exécution de leur affectation planétaire. Il est probable que jamais des fils matériels de Nébadon n'eurent à faire face à une tâche aussi difficile, et apparemment désespérée, qu'Adam et Ève devant la pénible situation d'Urantia. Le complot de Caligastia. Caligastia faisait de fréquentes visites au jardin et eut de nombreux entretiens avec Adam et Ève, mais il les trouva intransigeants devant toutes ces suggestions de compromis et de raccourcis aventureux. Ils avaient devant eux un tableau suffisant des résultats de la rébellion pour être efficacement contre toutes ces propositions insidieuses. Il faut se rappeler que Caligastia était encore le prince planétaire en titre d'Urantia, un fils dévoyé, mais néanmoins élevé, de l'univers local. Il ne fut définitivement déposé que lors du passage de Christ Michael sur Urantia. Mais le prince déchu était persévérant et résolu. Il renonça bientôt à convaincre Adam et décida de tenter une perfide attaque de flanc contre Ève. Le malin conclut que son unique espoir de réussite résidait dans l'emploi adroit de personnes qualifiées appartenant aux couches supérieures du groupe Nodite, les descendants des anciens associés de son état-major corporel. Il établit ses plans en conséquence pour prendre au piège la mère de la race violette. Ève n'eut jamais la moindre intention de faire quoi que ce soit pour desservir les plans d'Adam, ou compromettre leur mission planétaire de confiance. Connaissant la tendance des femmes à rechercher des résultats immédiats plutôt que de faire avec prévoyance des plans à effet plus lointain, les Melchizedek, avant leur départ, avaient spécialement mis Ève en garde contre les dangers spécifiques menaçant leur position isolée sur la planète. Et en particulier, ils l'avaient avertie de ne jamais se désolidariser de son mari, c'est-à-dire de ne pas essayer de méthodes secrètes ou personnelles pour faire progresser leurs entreprises communes. Ève avait très scrupuleusement suivi ses instructions pendant plus de 100 ans, et il ne lui était pas venu à l'idée qu'un danger s'attacherait aux visites dont elle était gratifiée par un chef nodite nommé Serapatatia, visites de plus en plus privées et confidentielles. Toute l'affaire se développa si graduellement et si naturellement qu'Ève fut prise au dépourvu. Les habitants du jardin avaient été en contact avec les nodites depuis les premiers jours d'Éden. Ils avaient reçu beaucoup d'aide et une précieuse collaboration de ces descendants mixtes des membres défaillants de l'état-major de Caligastia, et c'était à travers eux que le régime édénique allait maintenant être complètement ruiné et renversé. La tentation d'Ève.
Adam venait d'achever son premier siècle de séjour sur Terre lorsque Serapatatia, ayant perdu son père, devint chef de la Confédération occidentale ou syrienne des tribus nodites. Serapatatia était un homme au teint brun, un brillant descendant de la race bleue doué d'un mental supérieur, un des plus remarquables de ces temps lointains. À travers toutes les générations, cette lignée avait détenu l'autorité et exercé une grande influence sur les tribus nodites occidentales. Serapatatia avait fait plusieurs visites au jardin et avait été profondément impressionné par la droiture de la cause d'Adam. Peu après avoir pris le commandement des nodites syriens, il annonça son intention d'établir des attaches avec le travail d'Adam et d'Ève dans le jardin. La majorité de son peuple le suivit dans ce programme, et Adam fut réconforté par la nouvelle que la plus puissante et la plus intelligente des tribus voisines se fut ralliée presque en bloc, au soutien de son programme pour améliorer le monde. C'était nettement encourageant. Peu après ce grand événement, Adam et Ève reçurent Serapatatia et son nouvel état-major dans leur propre maison. Serapatatia devint l'un des lieutenants d'Adam les plus capables et les plus efficaces. Il était entièrement honnête et complètement sincère dans toutes ses activités. Il ne fut jamais conscient, même plus tard, que le rusé Caligastia se servait de lui comme d'un instrument accessoire. Bientôt Serapatatia devint vice-président de la commission édénique des relations tribales, et de nombreux plans furent préparés pour poursuivre plus vigoureusement le ralliement des tribus lointaines à la cause du jardin. Il eut de nombreuses conférences avec Adam et Ève, spécialement avec Ève, où ils discutèrent bien des projets pour améliorer leur méthode. Un jour, durant une conversation avec Ève, Serapatatia eut l'idée qu'en attendant de pouvoir recruter un grand nombre des représentants de la race violette, il serait très utile que quelque chose puisse être fait entre-temps pour le progrès immédiat des tribus qui demeuraient très dépourvues. Serapatatia soutint que, si les nodites, la race la plus progressiste et la plus coopérative, pouvaient avoir un chef qui naisse chez eux avec une part de sang violet, cela constituerait un lien puissant qui attacherait plus étroitement ces peuplades au jardin. Tout ceci fut sérieusement et honnêtement considéré comme bénéfique pour le monde, puisque l'enfant, qui devait être élevé et instruit dans le jardin, exercerait une grande influence bénéfique sur le peuple de son père. Pendant plus de 5 ans, ces plans furent mûris secrètement. À la fin, ils avaient atteint le point où Ève consentit à avoir un entretien secret avec Cano, le penseur le plus brillant et le chef le plus actif de la colonie voisine des nodites sympathisants. Cano était très bien disposé envers le régime adamique. En fait, il était le sincère chef spirituel des nodites des environs qui souhaitaient des relations amicales avec le jardin. La réunion fatale eut lieu au crépuscule d'un soir d'automne, non loin de la demeure d'Adam. Ève n'avait encore jamais rencontré le beau et enthousiaste Cano qui était un magnifique spécimen de survivance de la structure corporelle supérieure et de la remarquable intelligence de ses lointains ancêtres de l'état-major du prince. Cano, lui aussi, croyait entièrement à la droiture du projet de Serapatatia. Influencée par la flatterie, l'enthousiasme et une grande force de persuasion personnelle, Ève consentit séance tenante à se lancer dans l'entreprise tant discutée, et à ajouter son petit projet de salut du monde au plan divin plus vaste et de plus grande envergure. Avant d'avoir tout à fait réalisé ce qui se passait, le pas fatal avait été franchi. C'en était fait. La réalisation de la faute. Les êtres célestes vivants sur la planète étaient en émoi. Adam reconnut que quelque chose allait mal et demanda à Ève de venir auprès de lui dans le jardin. Alors, pour la première fois, Adam entendit l'histoire du plan longuement mûri pour accélérer le progrès du monde en opérant simultanément dans 2 directions, la poursuite du plan divin concomitante avec l'exécution du projet de Serapatatia. Tandis que le fils et la fille matérielle s'entretenaient ainsi dans le jardin éclairé par la lune, la voix dans le jardin leur reprocha leur désobéissance. Cette voix n'était autre que la mienne, lorsque j'annonçais au couple édénique qu'il avait transgressé le pacte du jardin, qu'il avait désobéi aux instructions Melchizedek et qu'il avait failli à son serment de fidélité au souverain de l'univers. Solonia, c'est la voix séraphique du jardin qui nous rapporte l'histoire d'Adam et Ève. Avec beaucoup de détails qui nous interpellent tant sur leur mission que sur leur vie sur notre planète. J'espère que cela vous intéresse. Les répercussions de la faute. La désillusion d'Ève fut vraiment pathétique. Adam discerna toute la malheureuse conjoncture. Malgré son abattement et son cœur brisé, il ne manifesta que de la pitié et de la sympathie pour sa compagne égarée. Ce fut dans le désespoir de la réalisation de l'échec qu'Adam, le lendemain de la faute d'Ève, rechercha Laota, la brillante femme nodite qui dirigeait les écoles occidentales du jardin, et commit avec préméditation la même folie qu'Ève.
Chaque fois que le couple du jardin avait mangé du fruit de l'arbre de vie, l'archange gardien les avait prévenus qu'il fallait s'abstenir de céder aux suggestions de Caligastia tendant à conjuguer le bien et le mal. Ils avaient été avertis dans les termes suivants. Le jour où vous mélangerez le bien et le mal, vous ressemblerez sûrement aux mortels du royaume, vous mourrez certainement. Lors de l'occasion fatale de leur rencontre secrète, Ève avait signalé à Cano cet avertissement souvent répété, mais Cano, ne connaissant ni l'importance ni le sens de ces remontrances, l'avait assuré que des hommes et des femmes ayant de bons mobiles et des intentions sincères ne pouvaient faire de mal, que sûrement elle ne mourrait pas, mais vivrait plutôt à nouveau dans la personne de son enfant qui grandirait pour bénir et stabiliser le monde. Bien que ce projet de modifier le plan divin eût été conçu et exécuté avec une entière sincérité et uniquement avec les mobiles les plus élevés pour le bien-être du monde, il constituait un mal parce qu'il représentait la mauvaise manière d'atteindre de justes fins, parce qu'il s'écartait du droit chemin, du plan divin. Il est vrai qu'Ève avait trouvé Cano plaisant à regarder, et qu'elle réalisait tout ce que son séducteur lui promettait au moyen d'une connaissance nouvelle et accrue des affaires humaines et d'une compréhension plus vive de la nature humaine en complément d'une compréhension de la nature adamique. Cette nuit-là dans le jardin, je parlais au père et à la mère de la race violette comme c'était mon devoir en ces tristes circonstances. J'écoutais entièrement le récit de tout ce qui avait conduit mes rêves à commettre la faute et je leur donnais à tous deux des avis et des conseils au sujet de la situation immédiate. Certains furent suivis, d'autres dédaignés. Cet entretien est décrit dans vos annales comme le Seigneur Dieu appelant Adam et Ève dans le jardin et leur demandant « Où êtes-vous » Les générations ultérieures avaient pour habitude d'attribuer directement à une intervention personnelle des dieux tout ce qui était inhabituel ou extraordinaire, que ce soit d'ordre physique ou spirituel. Mais ne vous méprenez pas. Adam ne fut pas séduit, il savait exactement ce qu'il faisait, il choisit délibérément de partager le sort d'Ève. Il aimait sa compagne d'une affection supra-humaine, et l'idée de la possibilité d'une veille solitaire sans elle sur Urantia dépassait ce qu'il pouvait supporter. Quand ils apprirent ce qui était arrivé à Ève, les habitants du jardin devinrent furieux et ingouvernables. Ils déclarèrent la guerre aux Nodites installés dans le voisinage. Sortant par les portes d'Éden, ils se précipitèrent sur cette population non préparée, et la détruisirent de fond en comble. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne fut épargné, et Cano, le père de Caïn encore à naître, périt également. Lorsqu'il comprit clairement ce qui était arrivé, Serapatatia s'effondra dans la consternation. La crainte et le remords lui firent perdre la raison et le lendemain, il alla se noyer dans le grand fleuve. Les enfants d'Adam cherchèrent à réconforter leur mère affolée tandis que leur père errait seul pendant 30 jours. À la fin de ce délai, le bon sens reprit le dessus. Adam revint à son foyer et commença à faire des plans pour leur future ligne de conduite. 50 ans plus tard, les aînés de ces enfants ne s'étaient pas encore remis du chagrin et de la douleur de ces jours tragiques. Et spécialement de la terreur éprouvée pendant la période de 30 jours où leur père avait été absent du foyer, tandis que leur mère affolée ignorait complètement son sort et l'endroit où il se trouvait. Ces mêmes 30 jours furent, pour Ève, comme de longues années de chagrin et de souffrance. Cette noble âme ne se remit jamais complètement de cette période atroce de douleur mentale et de tristesse spirituelle. Nul aspect de leur privation et de leur tribulation ultérieure ne peut même se comparer, dans la mémoire d'Ève, à ces terribles journées, et à ces affreuses nuits de solitude et d'intolérable incertitude. Elle apprit l'action irréfléchie de Serapatatia sans savoir si son compagnon s'était tué de désespoir ou avait été enlevé de la terre en punition de la faute qu'elle avait commise. Et, lorsqu'Adam revint, Ève éprouva une joie et une reconnaissance qui ne furent jamais effacées par le dur service de leur longue et difficile association de vie. Le temps passait, mais Adam ne fut certain de la nature de leur infraction que 70 jours après la faute d'Ève, quand les administrateurs provisoires Melchizedek revinrent sur Urantia et assumèrent la juridiction sur les affaires du monde. Alors il sut qu'Ève lui avait échoué. Mais bien d'autres ennuis se préparaient. La nouvelle de l'anéantissement de la colonie nodite proche d'Éden ne tarda pas à être connue des tribus de Serapatatia dans le nord, et une grande armée s'assembla bientôt pour marcher sur le jardin. Ce fut le commencement d'une longue guerre acharnée entre les Adamites et les Nodites, car ces hostilités durèrent bien après qu'Adam et ses partisans eurent émigré vers le second jardin, dans la vallée de l'Euphrate. Il y eut une inimitié intense et prolongée entre cet homme et la femme, entre la semence de l'un et la semence de l'autre. Adam et Ève sont devenus des mortels. Le privilège de l'arbre de vie qui les rendait immortels a été aboli. La guerre entre les Nodites et les Adamistes les ont chassés du jardin d'Éden. La prochaine vidéo,
marquera la fin des épisodes de la vie d'Adam et Ève sur notre planète. Avec l'histoire de Caïn et d'Abel, la vie d'Adam et Ève dans le deuxième jardin et la dispersion adamique. Si l'histoire de notre planète d'après le livre d'Urantia vous intéresse, abonnez-vous.